tourne les coins ronds, uniquement pour avoir l'air poli. On est de retour, Karima. Il vient de se passer quelque chose, là. Oui, bien, si on regarde du côté de l'aéroport Montréal-Trudeau, il y a apparemment une vingtaine de vols vers les États-Unis qui ont été annulés. Pourquoi? Apparemment qu'il y a une forte odeur de peinture et ça fait en sorte que les agents frontaliers américains là-bas ont décidé de suspendre finalement leurs opérations là, aux douanes américaines. Donc, ça crée ça. Bref, on suit la situation de près, mais si jamais vous avez un vol ce matin pour les États-Unis, bien, vérifiez parce que pour l'instant, il y en a quand même plusieurs qui ont été annulés et on nous dit que toutes les mesures sont en place là, pour une reprise des opérations dans les meilleurs délais, notamment avec une ventilation accrue du secteur. Puis il y a une inspection du service d'incendie de Montréal qui a confirmé que la situation ne présente aucun danger à la santé. Donc, c'est déjà ça. Mais quand même, les douanes américaines qui ont donc suspendu leurs activités en ce moment. Hier, on a parlé d'un gros sujet. Ça concerne les factures impayées dans les communautés autochtones. 250 millions de dollars Hydro-Québec essaie de recouvrer, puis ils ne sont pas capables. Ils sont pas capables. Il y a des gens qui refusent de payer, notamment les CRI. Puis je partageais mon désarroi face à ça, parce que les CRI, c'est quand même signé une entente de 70 millions de dollars indexés par année pendant 50 ans. Là. Et pourtant, on a des gens dans les communautés CRI qui ne payent pas leurs factures. Puis ça va jusqu'à 70 000 dollars. Il y a des gens qui doivent 70 000 dollars à Hydro-Québec. On essayait d'avoir quelqu'un de la communauté autochtone hier en entrevue parce qu'on veut comprendre peut-être de l'autre côté de la clôture comment ça se justifie, ça, le fait de ne pas payer pour un service qu'on utilise. On a trouvé quelqu'un, il s'appelle Alexis Wawan-Olwat, il est avocat en droit des peuples autochtones. Bonjour, bienvenue à l'émission. Quoi? Je vais vous poser la question directement. Est-ce que, oui ou non, les Autochtones du Québec doivent payer leurs factures d'hydro, comme les citoyens normaux, là? Ben, les Autochtones, la majorité des Autochtones, des communautés payent leurs factures. Là, on parle de peut-être 15 communautés où il y a des difficultés. Donc, c'est 50-50 là. C'est 50 qui ne payent pas, là, par contre. Là. Ouais, mais quand même. Donc, de dire, est-ce qu'il faut que les Autochtones... encore là, il faut voir dans quel contexte historique ça se place, tout ça, le contexte de réconciliation. Il a été mentionné à plusieurs reprises les torts passés faits, par exemple, chez les Inuits au territoire, puis tout ça, puis il n'y a pas eu de réparation de ces torts-là. Donc, dans une perspective de réconciliation économique, il pourrait peut-être y avoir des solutions. Donc, le rapport du juge Roland indique certaines recommandations et il faut justement les prendre. Donc, 250 millions, tu sais, c'est un gros chiffre Oui. de l'avant, mais qu'est-ce qui est prescrit, qu'est-ce qui est récupérable, il y a ces éléments-là à analyser. On dit faudrait peut-être transférer ça aux communautés, ces créances-là pour qu'elles le récupèrent elles-mêmes, mais c'est peut-être encore là une autre façon de se débarrasser du problème. Donc, il y a des chefs qui parlent justement, qui trouvaient bien l'idée d'avoir des agents de liaison pour qu'il y ait une meilleure littératie économique dans les communautés. Donc, il faut voir ça dans son ensemble puis essayer de mettre ça en contexte aussi. Mais c'est quoi la réponse quand même à la question? Est-ce que oui ou non, on devrait... ultimement, les gens devraient payer parce qu'ils ont utilisé un service, puis on paye pour le service qu'on utilise? Ben, il devrait y avoir justement des rencontres avec les communautés pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire justement avec les communautés où c'est plus difficile. Est-ce que, regardez, il existe là au Québec des compagnies de distribution à Sherbrooke, à Amos. Est-ce qu'il serait peut-être pas opportun de voir si on pourrait pas créer des opportunités économiques dans les communautés pour créer des nouvelles compagnies de distribution puis faire en sorte que ça soit géré localement, puis qu'il y ait des décisions qui soient faites par les membres des communautés pour savoir comment on oriente par exemple les solutions. De dire est-ce qu'il faut payer ou est-ce qu'il faut pas payer normalement. Donc il faut voir aussi c'est quoi les griefs historiques que certaines communautés ont.
de tout ramener ça à, encore là, une situation individuelle sans prendre en compte le fait que beaucoup de ces communautés-là, on leur propose une rhétorique de réconciliation économique sans justement en, en ayant une idée sur qu'est-ce qui doit être l'avenir. Donc, on relie la réparation économique du passé, la réparation des territoires à des ententes qui doivent être faites dans le futur pour le développement sur leur territoire. Est-ce que c'est équitable? Qu'est-ce qui est équitable là-dedans? Donc, je comprends que oui, il y a des services qui ont été transmis, tout ça, mais bon, mais c'est parce que vous parlez de réconciliation, mais les CRI ont signé une entente, très, très, très lucrative et certains d'entre eux ne payent pas. Donc, moi, je veux bien vous écouter me dire qu'il faut de la réconciliation économique, mais ça n'a pas l'air d'être une garantie que les gens vont payer leur facture d'électricité après. Donc, dans cette situation-là, quelle solution on peut essayer de trouver avec la communauté? Payer les factures, c'est ça la solution? Non? Oui, est-ce que d'avoir une distribution locale qui pourrait faire en sorte qu'on crée des emplois de façon locale, est-ce que ça pourrait être une solution? De payer les factures, oui, OK, on arrive à cette solution-là d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue collectif, quelle solution, qu'est-ce qui a été fait par Hydro-Québec pour essayer d'aller voir ces communautés-là puis de voir quel genre de solutions locales on peut essayer de trouver? Je regardais parce que dans l'article hier sur le site de Radio-Canada, on interviewait Irène Nipoche, qui est chef sortant de la communauté de Waswanipi. Et elle n'est pas... C'est ça, donc on voit que les voix quand même divergent. Là, c'est pas tout pareil, puis il n'y a pas nécessairement, je veux dire, une seule vision. Elle trouve que c'est pas forcément une bonne idée, là, l'idée de ne pas payer les factures. Elle dit que ça va marginaliser encore plus les peuples autochtones du reste de la population. Et elle a donné l'idée, par exemple, elle dit les communautés qui sont juste à côté des barrages, je soutiendrais fermement qu'elles devraient avoir l'électricité gratuite, mais le reste des gens devraient s'attendre à payer. Donc, on voit quand même qu'il y a d'autres, tu sais, je veux dire, il y a plusieurs idées dans tout ça. Vous ne pensez pas effectivement que ça peut faire en sorte que ça crée des tensions entre les populations autochtones et allochtones et les populations allochtones aussi? Il y a des gens qui ont du mal à payer aussi des factures d'électricité. Là. Puis je comprends tout ça, puis je dis pas au final qu'il devrait pas avoir un paiement ou il devrait pas avoir une façon de trouver une solution. Je dis juste que il faut aller voir les communautés. Est-ce que le rapport du juge Roland a fait des consultations? Est-ce que le rapport du juge Roland fait des ventilations financières de qu'est-ce qui est prescrit, qu'est-ce qui l'est pas? Est-ce que le rapport, moi, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui est rendu public, c'est 8 recommandations. Donc, dans ces 8 recommandations-là, on parle notamment d'avoir peut-être des agents de liaison, des choses comme ça, pour aider ce que la chef de Waswanipi trouvait que c'était une bonne solution. Moi, qu'est-ce que je viens vous dire, c'est que au final, oui, il va falloir trouver un moyen de s'entendre, mais il va falloir, je pense, faire le travail, aller voir dans les communautés, aller peut-être à faire des assemblées, trouver des consensus sur une façon de régler cette problématique-là. Puis là, vous dites que tout ça n'a jamais été fait. Là. Il n'y a pas eu de consultation, il n'y a pas eu de discussion avec Hydro-Québec pour trouver des solutions? C'est dur à croire un peu, là. Il y a des solutions, il y a une stratégie de réconciliation économique, mais moi, le juge Roland, j'ai jamais entendu parler qu'il avait été voir les communautés, qu'il avait essayé de trouver justement des solutions communautaires à ces problématiques-là. Donc, puis je suis pas là pour vous dites, je suis le représentant de la communauté autochtone, je suis un autochtone. Ben oui, bien sûr. Non, on comprend. Je ne représente pas tout le monde et je pense qu'il y a encore un certain travail à faire, sûrement d'éducation, sûrement de faire en sorte qu'on ait des agents de liaison, des choses comme ça, mais le travail le plus important, c'est d'aller voir comment de façon communauté par communauté, nation par nation. Comment on peut essayer de peut-être sortir, se sortir d'un schème de pensée, d'un carré de sable, pour voir s'il ne pourrait pas avoir des solutions innovantes, comme par exemple peut-être des petites compagnies de distribution locale en même temps, qui appartiennent.
Hydro-Québec, il trouverait son compte, Ouais. pourrait vendre à la communauté, et les communautés pourraient, après ça, retrouver leur compte en pouvant faire des profits là-dessus un peu aussi. Mais vous réalisez quand même, parce que moi, si je disais ça, là, si je disais il faudrait aller les voir, les Autochtones, il faudrait leur parler, il faudrait faire de l'éducation, j'aurais l'air de les infantiliser. Parce qu'au final, on peut tourner en rond bien longtemps, là, mais il faut payer la facture. Tu sais, quand on utilise un service, on paye la facture, puis à vous écouter parler, on dirait que ça n'a pas l'air d'être compris, ça. Puis ça, c'est quand même incroyable, là. Ça veut dire, pourtant, c'est des individus. Il y a un contexte historique. Je comprends le contexte, mais je veux dire, la vérité, c'est que on peut pas dire, par exemple, on a scrappé notre territoire, donc maintenant, on paye pas facture. Ben, aujourd'hui, vous utilisez de l'électricité, là. Hein? Tout le monde utilise ça, donc on paye la facture, c'est tout. Puis il y a eu des ententes par le passé qui ont été signées entre des nations et le Québec, et les gens qui ont signé l'entente ne payent pas les frais d'électricité. Oui, certains pourraient vous dire dans ces communautés-là, puis c'est pas nécessairement mon opinion, mais on a payé avec notre territoire. On a payé avec notre territoire. On a payé en faisant inonder notre territoire, en se faisant pas consulter, en se faisant... Mais est-ce que ces gens-là utilisent l'électricité aujourd'hui? J'imagine que oui. Cette logique-là peut aller dans plusieurs sens, M. Villemure. Là. Je comprends, monsieur, mais ultimement, je veux dire, si moi, là, quelqu'un qui viendrait me voir en entrevue puis qui me dirait, savez-vous quoi, vous avez inondé mon territoire, OK? Je suis autochtone et je n'utilise pas de votre électricité sale, je lui dirais, vous êtes cohérent, monsieur. Vous êtes cohérent. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde en utilise de l'électricité. Puis il y a beaucoup de nations ont signé des ententes faramineuses, des affaires qui rendent riches, là, à craquer. Beaucoup de nations, on parle... des cris, notamment. Les cris, quelle autre nation? Ben, il y a eu des ententes signées avec... Il y a d'autres nations. Les Inuits aussi ont signé une entente, là, en passant. Les Inuits, OK, quelle entente? Donc, il y a eu certaines ententes sur certains développements, projets, mais, des ententes faramineuses, des ententes globales, des traités. Il y a un traité moderne au Québec, c'est seulement avec les Cris et les Inuits. C'est la Convention, et les Naskapi, la Convention de la baie James et du Nord-Est québécois. Bon, ça en fait quand même 3. Là. Puis en plus, il y a les Inuits qui ont signé des ententes. Peut-être pas aussi faramineuses que celles avec les Cris, mais c'est pas vrai qu'Hydro-Québec ne consulte pas. Là. Ça, c'est pas vrai. Là. Ça, c'est un mythe. C'est pas vrai, mais sur ce... Là, on parle du paiement des factures. Ouais. Et sur ce point-là, quelles ont été les démarches communautaires pour essayer de trouver des solutions communautaires à cette problématique-là? Est-ce que vous pensez que même si on arrive avec des ententes ou même ces approches communautaires, pensez-vous quand même que, j'allais dire, certaines communautés pourront dire, non, de toute façon, comme à la base, l'espèce de tâche originelle, il y a eu une appropriation de territoire, on ne devrait jamais payer, en fait, point. Pensez-vous que c'est quelque chose aussi qu'on pourra entendre ou qu'on entend dans certaines communautés? C'est pas partagé par tous, mais c'est-tu un argument aussi? Certains disent, non, on ne devrait pas payer, point, pour... et c'est tout, parce que c'est la question du territoire, comme vous dites. C'est le discours de certaines communautés, de certains chefs, de certains conseils de bande. Encore là, si on négocie des blocs d'énergie pour ces communautés-là et ça fait partie justement d'un traité, d'une entente ou quelque chose qui pourrait être entendu, est-ce que ça pourrait être une solution? Peut-être. Mais c'est à ces communautés-là de négocier puis de voir avec Hydro-Québec et le gouvernement du Québec. Il serait intéressant de se dire que les torts du passé pourraient être réglés par eux-mêmes. Dans le sens qu'on puisse avoir des ententes qui ne soient pas seulement reliées à des projets de développement futur. Il serait intéressant aussi de se dire que cette réconciliation-là économique, elle devrait passer par un partage du pouvoir économique, du pouvoir sur le territoire et ainsi de suite. Mais c'est déjà le cas. Je suis désolé de revenir avec ça, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas avec les Cris, puis ils ne payent pas. Il y en a qui ne payent pas. Donc, oui, mais OK, c'est facile de dire ça. Mais c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, mais ce n'est pas satisfaisant pour beaucoup de Premières Nations. Puis après ça, sur la question du non-paiement des factures, est-ce qu'on peut aller voir justement dans les communautés puis essayer de trouver une solution communautaire?
Donc, dans les prochains mois, de la piste de solution pour vous, c'est quoi là, dans l'urgence sur la question justement de ce dossier-là là, qui est dans les médias beaucoup? Ça va être quoi? De créer des agents de liaison? Sur quoi on doit travailler là, en ce moment? Ça serait déjà une bonne chose. Puis après ça serait d'aller voir les communautés où il y a plus de problèmes, où il y a le plus de non-paiement de factures. Bon, comment on réussit à s'entendre? Comment on est capable de trouver quelque chose qui va satisfaire la société d'État, qui va satisfaire les communautés, puis qui va faire en sorte que tout le monde y trouve son compte? Merci beaucoup, Monsieur Wawan Oloat, vous êtes avocat en droit des peuples. C'est une conversation qui n'est pas facile, mais je pense qu'elle est nécessaire. Vous avez eu le courage de venir nous en parler aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Tu sais, Karima, moi, mes ancêtres ont bâti la Manic. Est-ce que j'ai le droit de ne pas payer? Parce que c'est un peu ça là, qu'on a entendu. Là. Lui, il prenait pas cette position-là précisément. Là. Il disait, j'entends des fois certaines nations autochtones dire on a payé avec notre territoire. Donc maintenant, peut-être que pour l'éternité, on ne paiera pas. Mais à ce compte-ci, effectivement, les Québécois qui ont bâti la Manic, ben, ils devraient pouvoir dire moi, je ne paye pas mes frais d'électricité. On a nationalisé ça. C'est nous qui l'avons creusé au pic puis à l'appel. C'est pas viable. C'est pas viable comme alternative. C'est-à-dire, c'est ça. Je pense que c'est intéressant quand même. C'est intéressant l'entrevue avec Alexis Wawan-Oloat parce qu'il montre aussi que c'est pas tout pareil non plus, Rémi. Tu sais, as des communautés, effectivement, tu as dit c'est 1 sur 2. Bon, il y en a quand même la moitié des membres des communautés autochtones qui payent leurs factures, il faut quand même le souligner. Mais c'est vrai que c'est beaucoup, là, 1 sur 2, puis on parle d'un montant qui est considérable comme arriéré, là, 250 millions de dollars. C'est $250 milliard, ça fait beaucoup d'argent. On peut en faire des programmes puis aider imagine beaucoup si de on avait gens ça au dans Québec. nos poches. Bien, c'est ça. Donc, tu sais, il y a quand même un enjeu aussi. Puis moi, c'est aussi cette idée que tu as cette idée, évidemment, de réconciliation et avec les peuples autochtones, de réparer, évidemment, des préjudices du passé, mais une fois que tu signes des ententes, ça, tu as souligné un bon point, notamment sur des communautés CRI, sur certains membres de la communauté CRI. Tu as eu une entente quand même qui était significative, puis malgré tout, tu dis, non, je paye pas ça. À un moment donné, si on signe une entente et on la respecte pas, le pacte, ça sert à quoi à quelque part? Et ça peut créer justement ces tensions-là avec les communautés non autochtones qui se disent, il y a des personnes aussi qui ont du mal à payer. Je comprends que c'est pas le même contexte historique, mais il y a quand même ces enjeux-là. Et si on pousse la logique du passé, de la dette, par exemple, d'un État envers une communauté, tu me dirais, c'est peut-être pas la même, c'est pas la même histoire, mais quand même, mettons qu'on se dit, est-ce qu'on va décider d'arrêter de payer nos impôts au fédéral parce que on se dit qu'il y a eu un régime colonial quelque part du régime canadien par rapport aux Canadiens français ou aux Québécois même. Si on retourne dans le passé, est-ce que finalement on pourrait dire, non, finalement, nous, il y a ça dans le passé, on vit encore les séquelles de la conquête. Donc, c'est quand même, je trouve, sur la table, ça ouvre ces débats-là quand même. Oui, il faut les avoir, ça c'est sûr.